verras, comme c'est amusant de découper. 5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier peut faire Ça, un c'est bon de la bonne viande. Bravo. La fête commence. Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu, Bertrand? Bah ça va et toi Thomas, la pêche? La pêche, qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe, Bertrand? La grosse bouffe, déjà c'est un podcast qu'il est bien écouté, déjà, et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Mais dis donc, Bertrand, est-ce que le son serait pas meilleur aujourd'hui? Bah, de manière absolument incroyable, il y a des gens compétents qui sont aux manettes, on les salue, et oui, le son est incroyable. Et pour quelle raison? Parce qu'on est en direct du festival Podren, figure-toi. Incroyable, le festival de Podren. On a même un public Et il y a même un public, voilà. Un public déchaîné. Et on a même un invité dont vous avez entendu la voix. Bonjour. Bonjour. Donc le festival Podren qui est dédié au podcast, organisé par l'association Bad Geek, et on en dira un petit mot à la fin de l'émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Bah, comme on est à Rennes, on s'est dit qu'on allait parler de la gastronomie niçoise. Malin. On s'était dit c'est vraiment super impliquant. Et c'est une grosse surprise pour notre invité encore qui a complètement révisé sa gastronomie. Donc non, on va parler bien évidemment de gastronomie rennaise. Exactement. Et comme malgré nos attaches qui morbihanaises, qui finistériennes, qui nantaises, d'aucuns diraient, on n'a pas de connaissances fondamentales sur ce qu'est la nourriture à Rennes. On n'est pas des vrais. Nous avons un invité. Peux-tu te présenter, invité, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc je suis Chuten. Chuten. Donc rennais. D'adoption depuis 25 ans. Longue adoption. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, et on rappelle que tu es aussi membre de l'équipe cuisine du festival. Oui, alors donc déjà bravo. En petite main, mais oui, très bien. C'est pas merci. Je referai la commission. Très bien. Et donc tu seras notre guide finalement au gré de cet épisode. Notre caution bretonne. Voilà, parce que tu es certes rennais depuis 25 ans, mais tu es aussi breton avant tout. Oui, et breton avant tout. Voilà, parce que tu es originaire de Carhaix. Voilà. Si vous situez Carhaix. Carhaix, Plouguer, donc là où il y a les vieilles charrues. Exactement. Et Finistère. La brasserie Coref. Aussi. Ah voilà. Je croyais que c'était une Morlaix, moi. Initialement, oui, mais la brasserie a été déplacée à Carhaix. Ah, ok. Très bien. Dont le propriétaire est le maire. Donc, comme quoi, il n'y a pas de... Ah oui, bon, voilà. Du coup, il a trouvé du foncier. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. J'ai une question pour toi, Chuten, justement, volontairement provocatrice et tout à fait appropriée puisque tu es finistérien d'origine. Est-ce que Rennes, c'est en Bretagne? Alors oui, totalement. Mais parce que la Bretagne, la Grande-Bretagne, pas la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne s'étend partout où un Breton a posé ses valises. Donc la gare Montparnasse est bretonne. Voilà, Montparnasse est bretonne. Mais il y a des crêperies. Hein. Bon, elles sont hyper chères et pas très bonnes, mais oui, il y a des crêperies à Montparnasse. Dès lors qu'il y a un drapeau breton en festival, c'est bon. C'est qu'il y a des Bretons, la Bretagne. La Bretagne, voilà. Très bien. Je pose cette question volontairement provocante parce que, ayant étudié à Quimper, j'ai eu des échos de grand-mère, de collègues quimpérois qui me disaient, selon elle, à partir de l'est de Vannes, on est à Paris. Oui. Il me semble que Rennes est à l'est de Vannes, donc c'est pour ça que je posais la question. Alors, non. En fait, il y a deux choses. Il y a la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. Exactement. Et donc, quand je suis arrivé, alors c'est une anecdote assez personnelle, c'est que j'ai rencontré ma femme à Rennes, et quand j'ai rencontré sa grand-mère, que je lui ai dit d'où venait, elle m'a dit « Ah, vous êtes un bas breton ». Je l'ai extrêmement mal pris. Et mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. C'est vrai donc que c'est il y a le un cas. snobisme des Hauts-Bretons sur les Bas-Bretons. Non, c'était juste géographique. Quoi. Okay. C'était Oui. vraiment pas une question de. Il y avait pas de jugement de valeur ou quoi. Donc je l'ai mal pris, j'aurais pas dû. Après, je l'ai tabassé et puis tout c'est bien. Non, pardon, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'on obtient la main d'une personne Voilà, à Rennes, il me semble pareil. Oui, à Rennes, ouais, c'est la tradition. c'est dans les arènes de Rennes. Exactement. Juste pour rappel, donc la Basse-Bretagne, même si tu n'aimes peut-être pas trop, Non, mais c'est si, plutôt c'est ça. l'ouest de la Bretagne, C'est plutôt l'ouest, ça, tout à fait. où on parle traditionnellement breton. Et, Oui. Et la Haute-Bretagne, c'est plutôt là où on parle gallo. exactement, une langue latine. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des tensions entre le pays bigoudin et puis qui considère que le Rennes n'est pas forcément breton. Oui, voilà. Mais c'est vraiment... après, c'est des querelles de clochers qui n'ont pas grand intérêt. C'est bon, personne... T'es vraiment là pour faire C'est la... beau. Voilà, Voilà. pour l'amitié entre les peuples, parfait. Parlons...
on a dégrossi Rennes, donc Rennes est a priori en Bretagne. Tout va bien. Alors c'est-à-dire que la Bretagne, pour moi, ça s'étend même jusqu'à Nantes, puisqu'il y a le château, le château des Ducs de Ducs, Bretagne. voilà. Bretagne, et ça peut même aller jusqu'à la ville où il y a le château de Tifauges. Léonard de Vinci. Amboise. À Amboise, voilà. Ah ouais. Anne de Bretagne a vécu là-bas, du coup. Ok. Il y a un- Si on respecte ce que je viens de dire, c'est-à-dire partout où il y a une Bretonne qui a posé son drapeau, c'est la Bretagne. Ben, Amboise, c'est le cas. D'accord, très bien. On laissera les Tourangeaux et les gens de la région centre, je ne sais pas leur gentilé. Et on peut leur laisser. Réagissez sur le chat. Et la Normandie, on leur laisse le Mont-Saint-Michel et ses omelettes à 20 balles parce que faut quand même pas déconner. Big up, la mère Poudlard. Donc, on est là quand même pour parler de nourriture rennaise. Qu'est-ce qui définirait, selon toi, avec tes 25 ans d'expérience, la nourriture à Rennes? Quelque chose de très cosmopolite en fait. Il n'y a pas vraiment de gastronomie rennaise en soi. En fait, comme On y reviendra. Quelqu'un vient de hurler galette de saucisse dans la salle. Non, On y reviendra effectivement, évidemment. il y a la galette Il y aura un gros saucisse chapitre, qui est un plat, on peut dire ça, qui est effectivement assez représentatif du côté sur le pouce en fait de comment on peut manger. C'est vrai que moi avant d'arriver à Rennes, j'avais jamais entendu parler de la galette saucisse. Mais après, en vivant à Rennes depuis tout ce temps, c'est surtout un carrefour en fait de toutes les personnes qui viennent à Rennes et qui y restent. Et qui découvrent, enfin qui apportent en fait de leur propre cuisine locale ou de patrimoniale en fait, et qui s'adaptent en fait à ce qu'il y a dans la région et ce qu'il n'y a pas en fait. Donc il y a plein de choses qui n'existaient pas. Il y a 25 ans en fait, j'ai vu plein de choses pousser en fait, notamment tout ce qui va être dans la restauration asiatique hors les grands classiques quoi. Par exemple, il y a 25 ans, il n'y avait pas un resto de ramen. Maintenant, il y en a plein. Si par exemple, il y avait aussi pas énormément enfin là, il y en a moins maintenant, mais de la vraie cuisine mexicaine, il y en a eu à un moment donné, mais ça a disparu, puis ça revient. Enfin, c'est un peu cyclique. C'est aussi les cycles de tendance qui ont lieu. En fait, Rennes a le même effet d'attractivité que les grandes villes partout en France et partout dans le monde probablement, avec qui sont des concentrations de personnes qui viennent avec leurs différents bagages culturels. Alors, avec quand même la particularité d'être au bout de la Bretagne, qui en soi exporte plus de choses que de choses n'en rentrent en fait, puisque en fait, à part si tu veux aller à Brest, tu passes pas par Brest, donc forcément, c'est ce qui avait posé problème avec les portiques éco-tax ou je sais pas quoi là, et qui avait déclenché la colère des bonnets rouges, parce que en fait ça aurait tué entre guillemets le transport, puisque s'ils payent plus cher à aller en Bretagne, ils vont plus y aller, et puisqu'ils sont de fait obligés de passer par les routes, et s'ils n'ont aucun intérêt à y aller, ils y vont plus. Ça a failli vraiment poser problème quoi. Donc Rennes, la gastronomie rennaise, c'est une gastronomie citadine, donc c'est-à-dire comme beaucoup de grandes villes, c'est un peu au carrefour de plein de routes, donc il y a une espèce de syncrétisme qui se fait, c'est un peu ça l'idée. Mais il y a quand même des trucs typiquement rennais. Oui, donc c'est comme Nemo qui est sorti, alors la galette qui n'a saucisse, pas assumé la galette saucisse. Bon, on y reviendra. Mais il y a, par exemple, j'ai un peu travaillé, pour une fois. J'ai trouvé le pâté rennais. Alors, est-ce que c'est connu? Est-ce que tu connais le pâté rennais? Alors, je connais des pâtés, mais alors le pâté rennais en soi. Alors, beaucoup de spécialités, on va le voir, de toute façon, sont quand même basées autour du cochon, parce que la Bretagne. Il y a plus de cochons que d'habitants. Et l'île-et-Vilaine en particulier, qui est le premier département producteur de cochons de Bretagne, qui elle-même est la région qui fait 55% du cheptel. Mais le pâté rennais, donc c'est un pâté d'abat en fait, avec poumon, rate, foie, cœur, gorge. Couenne, et puis un peu d'oignon quand même parce que c'est la Bretagne aussi, des épices, le tout dans de la crépine, et puis voilà, dans un plat typique. Que des bonnes choses. Exactement. C'est tout ce qu'on veut pas manger quoi. C'est tout ce qui se vend pas sur le métal du charcutier ou du boucher effectivement. C'est ça, et puis en fait il y a quand même il y a un thème, puisque dans le casse de Rennes, est-ce que tu connais le casse de Rennes?
Casse, non. Ouais. Le casse qui est en fait le nom du plat, un peu comme le cassoulet de Toulouse ou de Castelnaudary ou de Carcassonne. C'est le nom du plat qui peut être soit en terre cuite, soit en cuivre. Et donc c'est composé donc de lard, de fromage de cochon, de fraises, de pieds de veau, le tout cuit au four. Et c'est surtout un truc du déjeuner du dimanche que tu peux... il a le mérite, je vais faire une citation du dictionnaire des locutions populaires du bon pays de Rennes en Bretagne, dictionnaire qui date de 1891. Bien Donc sûr, on est toujours à la page, toujours le premier sur l'actu, la grosse bouffe. Et tout le monde l'a dans sa bibliothèque, à n'en pas douter. Donc c'est surtout le déjeuner du dimanche, il a le mérite d'être tout préparé et il arrive que pour en obtenir des lardiers, il faut souvent faire queue à leur porte. Donc ça avait l'avantage d'être tout prêt, un peu comme le poulet rôti du marché, quoi. On est au top des tendances du siècle dernier, enfin d'il y a même plus d'un siècle, c'est vraiment super. Mais donc il y a quand même un point commun, c'est les abats en fait, parce que parce qu'en fait c'était les trucs qui se vendaient pas, qui se vendaient mal, et donc on récupérait les abats, on les transformait direct après avoir tué les cochons en sortie de l'abattoir. Donc c'était quand même bien pratique. Et ce qui nous amène quand même à la galette saucisse, puisque La fameuse galette saucisse, sujette à controverse. qui était probablement précédée d'une autre galette qui s'appelle le porchet, donc qui est une galette d'abat en fait, avec justement, là c'était de la nourriture de sortie d'abattoir, donc vraiment pour les ouvriers, et où on cuisinait direct les abats qui se vendaient pas, et on gardait les meilleurs morceaux pour la vente justement. Donc probablement que avant la galette saucisse, c'était avant tout une galette d'abat, et puis après c'est devenu une galette saucisse. Donc déjà, galette saucisse, de quoi on parle? Oui, ton expérience de la galette saucisse. Donc tu dis que tu l'as découverte en arrivant à Rennes, tout ou à en fait. Pyrénées. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas passé. Alors, maintenant, ça c'est parce que je parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, du coup. Littéralement. De fait, littéralement. Oui, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai découvert ça. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui est uniquement aux alentours du stade de foot du Roazhon Park. Mais en fait, non, c'est dans toutes les fêtes de village, il y a la galette saucisse, il y a des stands et il y en a un peu partout. Mais effectivement, de là d'où je viens, donc Finistère, Morbihan, c'était pas quelque chose de très très répandu, même d'assez alien. D'ailleurs, le terme galette en soi, dans le Finistère, on n'en parle pas, c'est crêpe. Crêpe de sarrasin. Ou crêpe de sarrasin, enfin de blé noir même. Donc même le mot sarrasin en soi, c'était pas quelque chose qui était très connu non plus. Et alors quelle différence tu ferais, si on a une, à part l'origine géographique, entre la crêpe et la galette? Alors la recette est un poil différente. En termes de farine, en fait... On va enfin fixer les débats. Soyez attentifs, prenez des notes. Aujourd'hui, on règle toutes les questions liées à la Bretagne. La galette, en soi, la pâte est vraiment beaucoup plus simple, en fait. C'est vraiment juste de la farine de blé noir. Enfin, après, chacun pourrait dire il y a autant de recettes que de galetières. Donc, chacun fait un peu à sa sauce. Mais globalement, c'est de l'eau et de la farine. On peut rajouter un œuf éventuellement si on n'a pas confiance en soi. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'œuf en soi, il va agglomérer un peu plus. Ouais. Mais le blé noir, il s'agglomère déjà de lui-même très bien. Donc normalement, il n'y a pas besoin. Et nous, dans l'Ouest, on rajoute de l'œuf et de la farine de froment à la farine de blé noir. Donc c'est pour ça, elle n'est pas forcément sans gluten. Oui. Alors que la galette en elle-même, normalement, si elle est bien faite, elle est sans gluten, sans œuf. C'est juste de la farine et de l'eau et voilà. Il n'y a pas un sujet sur l'épaisseur aussi? Sur la texture, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, après t'as les crêpes dentelles et tout ça, mais bon, l'épaisseur en soi. Enfin, dans le Finistère, une galette c'est plus épais. C'est presque un blini en fait. Donc c'est comme ça que moi, quand on m'a dit une galette saucisse, j'étais là, bon, une galette, c'est bizarre. On peut rouler ça là-dedans. Ouais, c'est un peu petit, quoi. Et non, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même appellation, alors qu'on est à 200 km, quoi. C'est assez impressionnant, ouais. Question puriste ou non. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la galette saucisse que de la galette et de la saucisse? Est-ce qu'on peut mettre de la moutarde? Est-ce qu'on peut mettre des choses? On peut mettre des choses. Okay. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un canevas, en fait, c'est un tableau. On peut mettre ce qu'on veut dessus. Après, avec des résultats variables, évidemment. C'est-à-dire que si tu mets... il y a les puristes, bon, après... On pense ce qu'on pense des puristes. On pense qu'on fait des puristes. Mais effectivement, tu peux avoir la galette, tu mets du fromage, tu peux mettre de la moutarde. Il y en a même qui mettraient du ketchup. Bon, ça.
peux mettre un peu de crème Piqué, fraîche, de la compotée d'oignons. Tu peux mettre un peu ce que tu veux du moment que c'est bon, en fait. À partir du moment où, de toute façon, c'est toi qui le manges. Hein, c'est ça qui est bien aussi. C'est que à partir du moment où tu le manges et que t'aimes ça, tu mets ce que tu veux dedans. Ou comme beaucoup de plats de street food finalement. Finalement, ouais. Bah, mais c'est vrai qu'apparemment, quand on fouille un peu Internet, les puristes ont une voix un petit peu plus forte sur Internet qu'ailleurs. Et c'est vrai que Comme c'est souvent. très saucisse, une galette et point barre, une petite tolérance pour la compotée d'oignons, mais après, voilà, ça monte vite dans les tours. Hein, si Après, tu commences à en rajouter termes des de trucs. street food, c'est plus facile à manger juste la galette avec la saucisse. En Bah, fait. Et souvent, la galette est froide Oui. et la saucisse chaude. Ce qui est surprenant d'ailleurs. Hein. Oui, première c'est fois. surprenant, oui. Mais il y a une expression du coin qui dit tu rêves à la galette chaude. Donc, Qu'est-ce que ça veut tu dire prends tes désirs pour des réalités, quoi. Ah, Hein, j'adore. c'est ça, hein, ok. un truc comme ça. J'adore. Et Le public approuve donc, que j'ai une expression que j'ai appris en arrivant ici. localement. Et, localement, voilà. Donc, c'est pour ça, oui, on mange la galette froide avec la saucisse chaude. Parce que les galettes sont faites en avance. Parce que si tu fais la galette en même temps que la saucisse, il y a un des deux qui est pas cuit, quoi. De toute façon, Ouais. c'est Ouais, sympa. ouais. Et il vaut mieux que ce soit la saucisse qui soit cuite. C'est sûr. Parce que la saucisse pas cuite, c'est pas très digeste. En tant que breton de l'Ouest, donc tu te retrouves éventuellement dans la galette saucisse, mais est-ce que les crêpes à Rennes sont aussi bonnes que celles Bah. de Cornouailles ou du Léon? Ou du Léon. Enfin, les Comme vraies je l'ai dit questions. tout à l'heure, en fait, il y a autant de galetières que de recettes, donc forcément, bon, après là, c'est vraiment extrêmement personnel, donc faut pas prendre ça pour argent comptant. Mais C'est notre référence, donc si c'est Si, c'est trop c'est tard. le canon à partir de mais maintenant. donc, toute la Bretagne t'écoute. j'ai tendance à penser que la meilleure manière de tester une crêpe, enfin une crêperie, c'est de prendre la plus simple, la crêpe beurre-sucre. Si la crêpe beurre-sucre est bonne, le reste sera bon. Mais ça, c'est vraiment ma théorie personnelle. Et qu'est-ce qui fait une bonne crêpe Bah, beurre sucre dans ce cas? Moi, je trouve que ce qui fait une bonne crêpe beurre sucre, c'est la quantité de beurre en vrai. Donc, en vrai, C'est là, si t'arrives et puis que le machin il est un peu beurré, ça craquelle, bon, ouais, c'est triste. pas forcément. Mais après, il y a triste. des gens qui aiment le craquant, hein. On va pas non plus leur jeter la pierre, mais On peut un peu les juger quand même. ils ont tort. C'est triste. tout. La galette saucisse nous permet justement une transition parfaite sur la position de ce qu'on appellerait. Oui. Excuse-moi, je te coupe parce que on a Direct. quand même oublié de parler du fameux clip Ah oui. que j'ai visionné, que j'ai envie de partager au monde entier. Donc la galette saucisse qui est quand même assez liée au Stade Rennais. Stade Rennais, tout à fait. Donc après il y a L'hymne plusieurs du Stade légendes, Rennais, quoi, il y a c'est- plusieurs légendes qui disent que ça a été un peu inventé à la buvette du Stade Rennais, du stade de la Route de Lorient, qui s'appelle comment maintenant? Roazhon Park. Merci. Et donc, il y a eu un clip sur Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos dans toute l'île-et-Vilaine avec du lait Haribo, bien sûr. Voilà, qui est- Galette saucisse, je t'aime. Voilà, vous avez la mélodie. Mhm. Et donc, qui est un chant de supporter du Stade Rennais. Ouais. Voilà. Et il y a un clip qui a été fait, je vous invite à le regarder, c'est Je me fantastique. souviens l'avoir vu pour la première fois lors de la finale de la Coupe de France Rennes-Guingamp, il me semble, donc il y a Ah oui, c'était un quelques derby. années maintenant. Oui. Euh, Oh, il y en a eu deux, je crois d'ailleurs, des Rennes Guingamp. Des Rennes-Guingamp en finale de la Coupe de France, il y en a eu deux. Je crois qu'il y en a eu deux. Ouais. Génial. Écoute, voilà. Donc, C'est amis génial. fans de football, vérifiez tout ça. Il y Donc en oui, avait un qui était pendant le Stunfest. Au moment où ça se passait aux Libertés. donc et Stunfest, ce grand festival de jeux vidéo, à Rennes, de voilà. Rennes, qui a eu quelques soucis dernièrement et qui revient en mode un peu plus petit. Mais donc à un moment donné, ils étaient aux Libertés et il y avait eu justement le chanteur. le derby. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et donc avec un Guingamp. écran géant, donc en sortant du Stunfest, on avait les footeux, c'était rigolo. C'était vraiment deux mondes ambiances. qui se mélangent. Quoi. Oui, oui, tu m'étonnes. Le Stunfest qui a aussi en soi-même un écosystème où plusieurs mondes se mélangent parce que tu as des plus grands joueurs de versus fighting qui finissent avec de la galette saucisse dans les mains. Donc Tout à c'est fait, toujours voilà. un peu rigolo. La galette évidemment. saucisse est aussi une grande, une mascotte même du Stunfest. Hein. Et- Très bien. Donc oui, la galette saucisse, on avait le débat sur galette versus crêpe. Donc, quelle est la place de la gastronomie rennaise, s'il y en a une, si tant est qu'il y en ait une, dans le patrimoine culinaire breton, justement, au sens large? Comment est-ce que un Lorientais ou un habitant de Saint-Brieuc, dont je ne sais pas le gentilé, Un briochin. un briochin, merci, voit la galette saucisse? Est-ce qu'il considère que ça fait partie du corpus culinaire
breton ou est-ce que c'est juste un truc rennais et donc C'est ça à truc part? d'Ille-et-Vilaine, je pense. Ok. Plus que juste rennais, mais ouais, un truc d'Ille-et-Vilaine. Hein, Ok. qui a fini par s'exporter. En fait, c'est à se demander pourquoi c'est pas arrivé avant ailleurs, quoi, parce que c'est vraiment hyper simple. Mais aussi parce que la street food, je pense, s'est développée beaucoup au cours des 20 dernières années. Ouais. Après, c'est le capitalisme, hein, on n'a pas le temps de manger. Et oui, faut turbiner mon Voilà, gars. faut être plus rapide, plus efficace. Exactement. Et dans ce cas, dans les échanges qu'on a eus, je me souviens avoir échangé avec aussi un autre de tes collègues de l'équipe cuisine, Toche, qui parlait par exemple du kigarfaz comme Oui. un plat rennais. Or, pour moi, c'est pas trop le cas. Ben non, c'est breton qui farce. Même- Après, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas de la galette, mais une pâte au. Ouais, Est-ce Au qu'on sarrasin, peut définir en fait. le kigarfaz? c'est une sorte de pot-au-feu avec. Bah, Kig à farce, alors il me semble que ça Attention. veut juste dire Breton viande, LV3. viande et pâtes, quoi, un truc comme ça. Donc, Probablement. euh, C'est vraiment pas à moi qu'il faut demander. voilà, je ne sais plus. C'est quoi Kig à farce? Tu sais pas, hein. Non, c'est pas grave. Les gens ne savent pas dans le public. Très peu de bretonnants dans le public. Mais oui, c'est un plat, c'est un espèce de ragoût, ouais, un pot-au-feu. Avec une poche dans laquelle on a fait cuire une pâte à base de sarrasin et donc qui cuit et devient solide et qu'on coupe en tranches. Et voilà. Ouais, c'est un pain de viande, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais Enfin, sauf que c'est pas du pain, mais ouais, c'est un. oui, ça n'a pas levé. Mais donc, ouais, Toche mettait le kigarfaz dans les spécialités éventuellement rennaises, alors que pour moi, ça vient du Léon ou du Oui, Trégor. ça quoi. vient plutôt Ouais. du Léon. Mais après, c'est plutôt dans le. Enfin, c'est Nord-Bretagne, parce Ouais. que j'en ai vu donc dans le Léon, mais aussi du côté de Saint-Brieuc et dans la baie de Saint-Malo. Donc, c'est plutôt par là, oui, que j'en ai plus vu, alors que dans le sud, c'est pas trop la spécialité. Ce qui nous ramène sur un sujet beaucoup plus vaste qui dépasse la simple Bretagne, voire simplement Rennes. Et oui, il y a un monde en dehors de Rennes. Non. Et si, malheureusement. C'est l'effet un peu masquant que peuvent avoir les grandes villes, les métropoles, donc Rennes, Toulouse, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, sur les gastronomies locales. Comme on l'a vu là depuis une vingtaine de minutes, c'est quand même assez difficile de définir une cuisine rennaise, au-delà du fait que c'est une cuisine de ville où on va avoir des influences culturelles qui viennent de partout, et donc il y a les restos de ramen, il y a les restos latino-américains, mais du coup Resto de burger. c'est pas fondamentalement c'est pas rennais, tout ça. fondamentalement rennais, non, tout à fait. à part la galette saucisse, on a un sujet qui est sur comment on définit la nourriture citadine en soi. T'avais fait quelques recherches sur la question de Bertrand, notamment avec un contre-exemple notamment. Ouais, alors il y a un gars qui s'appelle. Un gars, Un gars, il va être très content. Christian Barret. chercheur, sociologue. Et voilà. Bon, un universitaire qui va être très content d'être cité comme un gars dans un podcast obscur. C'est toujours mieux qu'une femme. Oh là. Enfin, je veux dire, c'était juste une femme. Ah oui, non, Voilà. oui, Je une veux femme a dire, découvert le Voilà, c'est ça. vaccin Vaut mieux- contre la variole. ça- Oui, ça- effectivement. C'est un juste retour en fait. Donc c'est juste un gars pour une Donc fois. un gars donc qui a écrit un article dans Patrimoine gastronomique et développement local, donc les limites du modèle français. Bon, enfin ça c'est le titre de son article, et il prend l'exemple de Lyon en fait, et de la ville de Lyon qui en fait a réussi à avoir une gastronomie assez typique, enfin une gastronomie en tant que telle, indépendante en fait des spécialités rurales alentours. On parle de capitale de la gastronomie, on parle de trucs assez spécifiquement à Lyon. Et donc il explique qu'en fait, c'est multifactoriel, mais que tu as un réseau en fait de restaurants, donc les fameux bouchons, Les bouchons. Ouais. qui sont capables en fait d'absorber ce qu'il y a, les produits aux alentours et de le diffuser en masse, que surtout Comme les gratons. Voilà, comme les gratons. Sabaudet, enfin plein de produits charcutiers locaux, quoi. Et en fait, et surtout que en fait la gastronomie, il explique que la gastronomie citadine, c'est avant tout une gastronomie faite par les restaurants. Et les restaurants, c'est quoi? En fait, c'est avant tout un héritage des gastronomies de cour et des gastronomies bourgeoises. Donc à la Révolution, en gros, il y avait plein de cuisiniers et cuisinières qui se sont retrouvés sur le carreau et qui Pour les raisons qu'on sait. pour les raisons qu'on sait,
Et du coup, il y a eu un boom en fait des restaurants à cette époque-là. On comptait 50 restos en 1789, on en comptait 3000 en 1815, parce que il a fallu employer quoi. Il a fallu faire quelque chose de ce savoir-faire. C'est Mitron désœuvré. Exactement. Exactement. Et donc du coup, ça plus Antonin Carême et Auguste Escoffier, qui sont donc des personnes qui ont réussi à un peu rationaliser, à Codifier. sortir de l'empirisme et qui ont codifié, rationalisé, un peu scientifié la cuisine de cour et bourgeoise, qui était la cuisine de leur héritage en fait. Ce qui fait que ça a été c'est devenu des cuisines qui étaient transposables un peu partout, et c'était devenu des cuisines qui étaient un peu déterritorialisées. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur ancrage local et on a pu en fait les transposer un petit peu partout. Dans les grandes villes, pourvu que il y a des gens qui puissent payer pour aller au resto quoi. Donc en fait, comme les gastronomies citadines en fait ont été un peu, donc, ce qu'il explique, c'est que c'était une construction, une exploitation d'un savoir-faire acquis pour servir l'aristocratie, pour servir des bourgeois, et donc en fait au final c'était une cuisine de restaurants faite par les restaurants. Et ensuite que ça a été à Lyon, ça a été particulièrement bien réussi parce qu'il y a eu aussi une certaine revendication de la part du monde politique en fait local, de se dire ok, c'est ça qu'on va mettre en valeur. Avec Herriot, et puis t'as eu toute une série de chefs, en premier lieu Bocuse évidemment, mais avant ça Fernand Point, la mère Brasier, etc., qui ont construit la légende de la gastronomie lyonnaise à mon sens, donc qui permettent aussi d'ancrer cette ville dans son territoire et de dire oui, il y a une gastronomie lyonnaise à Lyon, là où c'est un peu plus compliqué à Strasbourg, je dirais. Même si à Strasbourg, il y a la flamme-cuche, il y a la choucroute, mais est-ce que c'est fondamentalement strasbourgeois? Là où la quenelle de brochet, le saucisson lyonnais, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on associe à la ville même. À la ville même, ouais. Mais je vais juste prendre un exemple d'un truc, j'y avais pas pensé, mais un truc, une spécialité typiquement d'une ville, et là on va voir qu'en fait c'est multifactoriel. Par exemple le cannelé bordelais, je l'ai déjà expliqué, je pense des milliards de fois, j'ai l'impression que je radote, mais bon. On est entre nous, Bertrand. Je le dis en cours. Hein. Mais une fois de plus. Voilà. Donc le cannelé bordelais qui est fait avec, donc entre autres, du jaune d'œuf, du sucre, de la vanille, du rhum. Donc le jaune d'œuf, c'est parce qu'on utilise le blanc d'œuf pour filtrer les vins, donc les clarifier, donc parce que aux alentours il y avait un surplus de jaune d'œuf parce que le blanc d'œuf était utilisé par les vignerons. Ensuite du sucre qui venait donc avant l'invention du sucre de betterave, qui venait des Antilles, enfin qui venait des colonies françaises. Disons-le, du commerce triangulaire. Et ensuite, le rhum et la vanille qui venaient du commerce triangulaire, et Bordeaux était une ville importante du commerce triangulaire. Donc en fait, finalement, comme Bordeaux c'était le hub un peu de plusieurs produits, et pas que en fait des produits de la campagne et des alentours, aussi du commerce de l'époque. Finalement, ça devient une gastronomie citadine. Merci les colonies, j'ai envie de dire. Attendez, non. Ça ne sera pas dans ce podcast, malheureusement. Donc ouais, finalement, une gastronomie citadine, en fait, c'est vraiment, c'est pas que en fait le terroir. Enfin, on peut dire ça. C'est aussi souvent en fait le carrefour ville, de plein de routes commerciales qui amènent d'autres choses quoi. Après, je me suis pas renseigné, mais par exemple sur Rennes, effectivement, le sarrasin, c'est pas une plante qui est endémique de la région initialement. Donc la légende voudrait que ce soit Anne de Bretagne qui l'ait fait venir parce que c'est une plante qui pousse facilement dans les sols relativement pauvres granitiques de Bretagne, voilà. Et donc donc ça date du 15e, Pardon ? Ça date pas du 15e Anne de Bretagne, peut-être du 15e. Ouais. Oui, donc si, c'est ça. On coupera. Ça fait quand même 500 ans. On peut dire que c'est endémique, ouais, ok, d'accord. Maintenant, c'est endémique, mais oui. Le nom même de sarrasin, ça indique un peu une zone géographique d'origine à la base. Donc le Proche et Moyen-Orient. Après, il y a sur le fait est-ce qu'il y a une gastronomie vraiment citadine, on peut aussi se dire que c'est l'usage qui fait la gastronomie. Tu vois, pour reprendre l'exemple de la galette saucisse, tu l'as très bien dit, c'est un truc de street food en fait. Oui, c'est ça. Ça se mange sur le pouce. Enfin, ça se mange dans les kermesses. Tu manges ça debout, en discutant avec tes compatriotes, tes potes, tes amis, tes collègues. Et puis c'est convivial aussi, quoi, parce que comme
ça se mange vite, puis on fait la queue pour en avoir, donc on discute avec son voisin, etc. Donc C'est un lubrificateur social. tout à fait lubrifiant. Très bien. Oui, aussi. Pour en revenir sur la question de la ville, de la nourriture citadine, il y a aussi le spectre du tourisme à intégrer, ça me semble. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la gastronomie d'une ville, enfin le touriste en gros, il arrive soit par la route, soit par le train, il arrive dans la ville et il veut voir en fait ce que représente la région. Bertrand, il est arrivé à Rennes là ce matin, il était comme un fou, il voulait. Je suis allé Tranquille, dans à le premier Carthage, resto, voilà, et il je me dis cherchait putain, ça. elle est où la Bretagne? Elle est Elles où, sont la où les Bretagne huîtres de Cancale Bah Cancale. Mon Queen Yaman, il est où? Enfin voilà, c'est extrêmement problématique. Bah, il y a une crêperie juste sur le parvis de la gare, hein, quand même. Donc, Voilà, t'aurais pu te jeter dessus, mais t'as pas fait. Putain. Je le ferai au retour. Non, mais que en fait, via l'assiette en fait du touriste, ça oblige en fait une sorte de synthèse des spécialités sous-régionales entre guillemets pour justement satisfaire ce besoin d'authenticité. Je vais citer les sources encore une fois. Excusez-moi. Non, mais c'est bien, Jean-Yves Andrieux et Patrick Harris-Mandy qui ont écrit un article qui s'appelle L'assiette du tourisme. L'assiette du touriste, une quête de l'authentique, paru aux presses universitaires, François Rabelais. Et ça nous renvoie aussi à cette question de authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Surtout si, en tant que touriste, tu recherches l'authentique. Est-ce que tu recherches pas plutôt l'image que tu te fais de quelque chose? Et donc, c'est justement ça qu'ils mettent en exergue dans leur article. C'est, en fait, ils disent, oui, il y a une espèce de syncrétisme, en fait, un peu forcé, une sorte de synthèse forcée, et t'es obligé, en fait, d'inventer quelque chose un peu ex nihilo pour satisfaire, justement, le besoin du touriste, justement, satisfaire l'image qu'a le touriste de ta région. Et c'est assez intéressant. Est-ce que tu trouves un écho ou un exemple à ça à Rennes? Bah, après, c'est vrai que si on part effectivement du parvis de la gare, qui est un bon point de départ, il y a, il me semble, 6 restaurants quand tu sors de la gare. Très exact. Ouais. Il y a un truc comme ça. Arrive à citer ça de tête, c'est assez facile. Je compte pas le McDo, qui est pas un resto, mais il y a un truc de soupe aussi dans la gare. Enfin, bref. Il y a un resto gastronomique dans la gare aussi en soi. Donc bon, voilà. Mais rien que sur le parvis, effectivement, ouais, je crois qu'il y en a 6. Il y a un resto de viande, il y a un resto brasserie franchouille, une crêperie, un italien, un truc anglais où ils font des sandwichs. Et je crois que j'ai dit les 6. Ouais. Et donc ça donne déjà un éventail en fait de ce que la ville en soi peut proposer. Et après, si on va plus loin, donc dans l'avenue Janvier, on va avoir encore d'autres gastronomies différentes. On va avoir un restaurant de sushi. On va avoir un restaurant de produits de la pêche. On va avoir, on en a même plusieurs. Et en fait, se balader comme ça juste sur l'avenue Janvier en arrivant à Rennes, ça donne déjà un bon panorama en fait de tout ce que la ville peut proposer. Bon, alors évidemment, c'est des choses qui sont un peu attrape-touristes. On sort de la gare, quoi. On sort de la gare. C'est pas forcément très cher. Bon, ça dépend. Et puis après, on arrive au TNB, à l'Ubu. Enfin voilà. Donc là, on a un peu vraiment toute tout ce que la ville, la vitrine un petit peu de Rennes. Puis après, on arrive sur les quais. Et puis en partant à gauche, on va vers République. Voilà, je vous fais un petit peu. Oui, c'est bien. T'es notre guide encore une fois. Voyage. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a un petit storytelling de la ville qui s'ouvre, parce qu'en plus, si on passe par là, on arrive devant le lycée, maintenant lycée Zola, où l'affaire Dreyfus a été jugée. Donc il y a en plus du storytelling de la ville. Enfin, vraiment, il y a un truc qui est assez intéressant. Le game designer de la ville a très bien bossé. Vraiment, chez Ubi, ils sont forts, quoi. Un truc de fou. Hein. Très bien. Il y a la même chose à Lille. Hein. Tu sors de la gare Lille-Flandre, tu avances dans l'avenue de Fédère, puis architecture un peu haussmannienne chiante, et tu arrives sur la place de la Bourse, et là, c'est le titre Assassin's Creed Lille qui a c'est ça, voilà. C'est incroyable. Ouais, alors que tu sors de la gare du Nord, de la gare de l'Est. Ouais, t'es très vite déçu. Assassin's Creed McDo. Voilà, mais la gare Montparnasse, par exemple, c'est aussi un bon. C'est presque une prolongation de la Bretagne, en fait, parce qu'il y a plein de crêperies.
Absolument, oui. Bah, le 15e, Donc, quartier dans la- Gaîté, tout ça, c'est Oui. oui, c'est 14. 14-15, ouais. ouais. L'école d'Iwan de Paris, elle est dans le 15e. Non, Voilà. mais d'accord. Mais... côté 15 est chiant. Alors que le côté 14, il se passe un peu des trucs. Oui, bah, le quartier s'appelle Gaîté, c'est un peu plus chouette. Oui. Bah, voilà. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que il y a Archéobi qui nous dit, j'ai besoin de ton avis de breton, qui nous dit sur le chat que Archéobi a raison. le Queen Amman, il faut aller le chercher à Douarnenez. C'est validé ou pas? Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas après tout, hein, Douarnenez ou ailleurs. Hein, Il me semble qu'originellement, c'est vraiment ouais, Douarnenez. c'est vraiment du Sud Finistère, oui, tout à fait. Comme d'ailleurs par ce coin-là, c'est là aussi qu'on a l'origine du pâté Enaf, Ouais. donc à Pouldreuzic qui est à côté, entre Quimper et enfin du côté de Quimper quoi. Quimperlé. Non pas tout, non Quimperlé c'est pas. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais. Non, c'est plutôt Pinmar. Ah ouais, d'accord, oui. C'est entre, enfin, Ok. la pointe, Quimper-Château, là. Voilà. Ouais, ok. pointe sud de la. Le Sud du Finistère. Sud Finistère, voilà, tout à fait. Sud Finistère qui commence au milieu, comme tout le monde sait. Mais oui, le kouign-amann, bon après le kouign-amann c'est pas très compliqué, hein, c'est du sucre, du gras et du sucre par-dessus avec un peu de farine pour lier le tout. C'est de levure. Ah non, il n'y a pas besoin. C'est une pâte fine. Oui, enfin, oui, c'est une sorte de feuilleté. C'est un feuilleté en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de levure. Oui, non, je voulais revenir sur la notion de gastronomie citadine. Est-ce que finalement les gastronomies citadines ne sont pas les cuisines des arrière-pays qui sont captées par le pôle d'attractivité de la ville et donc qui sont par défaut représentées par la ville puisque c'est là que sont les touristes, que sont tous les gens et qui vont consommer, alors que on efface un petit peu les origines paysannes, rurales en tout cas de ces plats-là. Est-ce que le cassoulet il est vraiment toulousain ou de Castelnaudary ou de Castelsarrasin ou de Carcassonne? Je ne vais pas rentrer dans ces luttes de chapelle, mais est-ce que les cassoulets viennent vraiment de ces villes ou est-ce que c'est pas plutôt des plats immémoriaux qui étaient cuisinés dans les fermes et qui, par le truchement d'un seigneur ou que sais-je, sont devenus des symboles citadins au Ça serait de 19e siècle? l'appropriation culturelle. Un petit peu, oui, tout à fait. Ouais. L'appropriation citadine. Mais en fait, le cassoulet, c'est intéressant parce que je connais quelqu'un qui vient de Narbonne et il mange pas le même cassoulet qu'à Toulouse. Il y a un cassoulet de Narbonne déjà, c'est première nouvelle. Le cassoulet de Narbonne, il est un peu différent. Je crois que la saucisse, c'est pas la même forme. Oui, il y a des petites différences Des dans le petites gras, différences. quoi. Enfin, dans la viande, mais bon. Mais De toute façon, le William Sorin, c'est. Non, attendez. Donc voilà, si c'était pas clair, les propos de Choutan sont les propos de Choutan. Voilà, tout à fait. La grosse bouffe se dissocie de ce qui peut être dit. Non, mais la bouffe industrielle, de toute façon, c'est génial. Attendez, non. Là, on est en Bretagne, hein, donc Non. la question de l'agroalimentaire, c'est Ah encore bah autre oui, là, chose. C'est encore autre chose. c'est encore autre chose, mais ouais. Voilà, on va pas rentrer dedans. non, mais après, le fait que les villes en fait aient capté l'héritage en fait rural, c'est vrai que ça s'est aussi beaucoup fait, comme je disais, par les restaurants. Et aujourd'hui, il y a quand même ce truc de alors, c'est pas une phrase qui est de moi que j'ai lue, mais c'est que les recettes rurales sont aujourd'hui ne sont que bonnes à être soit revisitées, soit sophistiquées. Sophistiqué. Et de toute façon, il suffit de regarder un épisode de Top Chef pour s'en rendre compte du niveau de storytelling assez affligeant. Enfin, enfin bon, ce que je disais à Thomas dans le train, c'est le premier épisode de Top Chef. Moi, j'étais en colère parce que j'en peux plus de toutes les bullshit. Enfin, autour, et c'est toujours la même chose. C'est toujours, et moi, mon grand-père, il était marin pêcheur, et moi, j'ai pas. Et mon grand-père, il connaissait un paysan, et donc cette recette, c'est un hommage à mon grand-père. Enfin, ça va. Enfin, Au copain de mon grand-père. non mais et donc en fait, ça sert souvent en fait de caution à juste un storytelling qui est alors qui, au-delà du fait qui est fatigant, au-delà du fait qu'il soit usé et reusé. Aujourd'hui, tu as vraiment ce truc de caution, ouais. C'est-à-dire que ça c'est plus valable en tant que tel. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que la gastronomie finalement citadine, c'est vraiment juste une premiumisation.
des gastronomies rurales et populaires, quoi. Ouais, et puis les gastronomies populaires, en fait, étaient vraiment dans le fonctionnel. C'est-à-dire, on faisait une terrine, on mettait tout dedans, et puis voilà, quoi. Et il y avait un côté, il fallait, c'était manger pour avoir de la force pour aller dans les champs ou à la pêche ou aller casser des cailloux. Enfin, donc ils avaient pas le temps de faire de la gastronomie. Ils faisaient du manger utile et avec de la chance, c'était bon. Non, mais c'est ça. On n'a pas parlé de la soupe au pain, d'ailleurs. le miton rennais, hein. Non, mais c'est une vraie recette. Hein. Une soupe de pain, de l'eau salée, poivrée, donc du pain rassis, un peu de sucre, un oignon. Oui, mais Voilà. ça, C'est bon, typiquement, ça. c'est le genre de choses qui ne sera pas revisité par Top Chef. Parce que je pense que non. c'est pas assez noble. Là, il n'y aura pas de revisite. Là. En fait, cette idée de Top Chef se fait casser du sucre sur le dos là, mais les candidats qui, oui, c'est souvenir de mon grand-père ou je cueillais les tomates avec mon oncle et tout ça. Je pense que c'est aussi une façon de se justifier de s'inventer entre guillemets parce que probablement qu'ils ont déjà vécu ces souvenirs une fois en été, quoi, mais d'avoir un petit peu de terre accrochée aux chaussures pour pas montrer que t'as fait que des palaces où tu sors de Ferrandi et tout de suite t'as plongé dans la bistronomie pour te rattacher à un terroir, pour te légitimer finalement. Oui, ça crée une identité, Ouais. bien sûr. Mais Oui, c'est Après, forcé. ça c'est forcé. reste un peu standardisé Oui. complètement. Puis, c'est affligeant. Le fait qu'on est capable de ressortir des phrases de Top Chef, le scénario il est écrit quoi. Ouais. Les candidats ils sont tous formatés. il y a maintenant, ça, là. et puis il y a aussi les trucs du genre cauchemar en cuisine où ils arrivent dans un truc qui marche pas, parce que on fait croire que faire de la cuisine c'est facile, mais après c'est pas mieux parce que Etchebest il arrive et puis il fait faut faire comme ça et c'est pas autrement. Bon, ça standardise un peu toute la cuisine française, c'est un peu dommage quand même. C'est-à-dire que tout le monde va manger la même chose partout, c'est pas intéressant. Est-ce qu'on n'est pas en train de boucler la boucle d'une certaine manière? Parce que quand tu parlais, pour revenir sur les restaurants que tu as en sortant de la gare de Rennes et sur l'offre gastronomique rennaise au sens large, les restos de ramen, les restos de burgers, les restos de cuisine latino-américaine, on les trouve dans toutes les villes maintenant. Ouais, mais après, il y a certains restaurants qui s'approprient le manger local pour adapter leur propre cuisine. Notamment, il y a un restaurant de... Alors, j'ai pas envie de faire de la... Enfin, je pourrais faire de la pub, mais j'ai pas envie de faire de la pub, mais c'est un bon restaurant qui se vante d'utiliser des produits locaux pour de la cuisine asiatique, ce qui est quand même pas forcément super évident en soi. Donc ça fait pas de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que Non. c'est vraiment de l'utilisation des produits locaux bio, frais, en circuit court pour faire de la cuisine exotique, ce qui est quand même Oui, non, c'est voilà, absolument. un c'est- grand écart et en plus c'est bon, donc il y a vraiment pas de... C'est des démarches, si il y a 100 ans, des personnes, des Vietnamiens ou des Cambodgiens étaient arrivés à Rennes, comment ils auraient fait leur cuisine, effectivement. Oui, ils auraient été obligés de s'adapter en fait. Ouais. Mais de toute façon, après, c'est des plats qu'on va retrouver beaucoup dans la cuisine bretonne, hein, puisque on cuisine beaucoup le poulet aussi en Bretagne. Il y a beaucoup d'élevage. Il y avait une grande usine dans le Finistère d'Oux, Oui, bien sûr. qui a fermé. Enfin, c'est un peu compliqué, mais oui, c'était un grand élevage de poulet. Bon, c'est du poulet de batterie, un peu dégueu. Enfin voilà, mais il y avait quand même une culture du poulet en Bretagne aussi, et qui est pour la cuisine asiatique, si je ne m'abuse, est aussi un plat plutôt valorisé parce que plus facile Accessible, ouais. et accessible, surtout dans les milieux aquatiques, je peux dire, humides plutôt. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Donc le poulet s'adapte mieux à ça, et c'est plus simple à élever que des porcs ou des vaches, parce qu'il n'y a pas forcément la place. Surtout au Japon, par exemple, où Beaucoup plus énergivore par ailleurs. Ouais. voilà, tout à fait. L'émission touche à sa fin, mon bon Bertrand. Mais oui, complètement, mon Oula, bon Thomas. déjà, Le temps passe vite quand on s'amuse, hein. C'est incroyable. Flies. ça m'a donné faim. Et encore, on vient de manger, donc. C'est fou. Hein. Que retiens-tu de cet épisode, Bertrand? Je retiens que Rennes, c'est sympa, on est bien accueillis. Voilà. De quoi parlons-nous le mois prochain? Le mois prochain, on va parler de cinéma. Et oui, à l'occasion du Festival de Cannes où on ne sera pas.
Voilà. Enfin, sauf très grosse surprise. Sauf énorme surprise, on compte sur le financement de Podcut qui est dans la salle pour nous accompagner. Donc La Grosse Bouffe est un podcast. Comment fait-on pour nous contacter d'ici là par Eh par bien, Bertrand, vous pouvez nous excuse-moi. envoyer un gentil mail ou pas gentil comme vous voulez. lagrossebouffepodcast@gmail.com. Voilà, La Grosse Bouffe est un podcast à retrouver tous les 21 du mois sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des mails d'insultes comme Bertrand a demandé apparemment. Laissez-nous des étoiles, tout ça. La Grosse Bouffe fait également partie du label Podcut qui va financer Yes. notre venue à Cannes apparemment. Le label Podcut qui Ils ont besoin de produit soutien. des podcasts comme Choix-Pitre ou Watchlist, des noms que j'ai droppés complètement par hasard et pas du tout parce que les animatrices sont dans la salle. N'hésitez pas à participer à leur Patreon pour financer les projets portés par le label. Festival, toute cette pression. Exactement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour poster Des photos de plats. des photos de essentiellement. plats, pour dire à quel fromage vous sentez le plus proche, ce genre de choses. Clairement, c'est le brie à Savarin. Enfin, faut voilà. arrêter. Toi, c'est quoi Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, très bien. Saint-Nectaire, voilà. Comme ça, tout le monde Il y en a qu'on dit compter. Bon, bah, Voilà, bon. c'est triste, hein, quand même. Mais bon. ok. Alors, c'est les gens dont la police de caractère préférée est le Time New Roman. On remercie Shoutan, évidemment. Merci beaucoup pour tes éclairages. Et, Oh là. si, c'était éclairant. Tu as un podcast, tu as des podcasts, donc n'hésite pas à en faire la promotion si tu veux en faire la promotion. Oui, alors j'ai un Alors. podcast qui s'appelle Jaquette Annexe où je parle des boîtes de jeux, des jeux dans les boîtes et des boîtes qui font les jeux et parfois du contenu des boîtes. Donc, Incroyable tagline. n'est-ce pas Waouh. Donc c'est alors irrégulier, en général une fois tous les 2 mois. Très bien. Très bien. Et c'est sur Vodio, donc qui est le site de référence pour les podcasts ici, qui est géré par l'association Bad Geek et qui organise le festival où nous sommes actuellement. Et justement, donc on Formidable. remercie évidemment Podcut, Bad Geek. Podren, Podren, le festival Podren, l'association Bad Geek. On remercie Aline qui nous a contacté et invité et mis en relation avec toi. Merci, On remercie Aline. le public évidemment. Merci d'être venu. Voilà. On remercie tout le monde Merci à la beaucoup. régie. On remercie le photographe qui a pris des photos. Et ça nous fait tout bizarre de remercier autant de monde. Exactement. Et on se dit au mois prochain. Allez, bisous. Merci.